Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans notre journal aujourd'hui, nous parlerons de travaux, de villages où il fait bon vivre et de bière, sans oublier de faire le point sur la situation sanitaire. Voici d'abord les titres du journal. S-Volt a donné quelques informations concernant l'installation de 2 usines de batteries en Sarre à Überhern et Heusweiler. Pour commencer, 600 emplois seront créés et au terme des 4 étapes prévues, 2000 personnes travailleront sur site. Le vice-président de la succursale européenne du groupe a également parlé des prévisions de consommation d'eau et de la technologie développée par le groupe chinois qui produit des batteries sans cobalt. La situation sanitaire semble s'améliorer en Moselle. Pour la 2e semaine consécutive, le taux d'incidence a baissé. Il est actuellement à 256 cas pour 100 000 habitants. La couverture vaccinale atteint 21% de la population qui a reçu une première dose et ce chiffre grimpe à 74% pour les seniors de plus de 70 ans. Les autotests sont homologués pour une vente en pharmacie depuis le 12 avril. Les débuts sont difficiles et les officines ont du mal à être livrées. Les demandes sont réelles, elles permettent de rassurer les familles rapidement, mais les boîtes ne sont remboursées que pour les salariés travaillant auprès des personnes âgées ou handicapées. La brasserie de la Terre à la bière s'est adaptée à la demande depuis la fermeture des bars et restaurants. En début d'année, c'est la période de démarchage de nouveaux clients et de création de nouvelles recettes. La production a été ralentie, mais les stocks sont quasi identiques aux années précédentes. Les commandes de professionnels de la restauration commencent à arriver avec l'espoir d'une réouverture prochaine. Damien Schuller, créateur de patrimoine vivant, collecte depuis 30 ans des informations sur les traditions, les saisons et les légendes en lien avec les civilisations anciennes. Il prépare actuellement un ouvrage, Le temps du renouveau en Lorraine, sur la thématique de Pâques et propose de faire un focus sur ce qui se perpétue encore en Lorraine. On démarre notre émission avec le thème qualité de vie. Fait-il bon vivre là où vous habitez ? C'est une étude qui a été lancée à l'échelle nationale par l'association Villes et Villages où il fait bon vivre. Créée en 2017, l'association a répertorié les communes où il fait bon vivre en France sous forme de classement. Un classement qui, en fonction de la position de la commune, donne accès à un label. Qu'en est-il pour Sarreguemines ? On retrouve Marie-Morgane et David. Bonjour. David, dis-nous tout. Bonjour Morane, la ville de Sarreguemines est très bien classée. C'est la 256e ville de France où il fait bon vivre sur 34 837 communes évaluées. En fouillant le site internet de l'association Villes et Villages où il fait bon vivre, on a découvert qu'il y a plusieurs classements, notamment par nombre d'habitants. Dans celui-ci, Sarreguemines est 114e au niveau national. Il y a également un classement départemental. La cité faïencière est 3e de Moselle, Metz étant en tête. Alors ça reste un très bon résultat pour Sarreguemines. Comment les communes sont-elles évaluées ? Bonne question. En fait, il y a 183 critères qui permettent d'évaluer les communes. Ils sont répartis en 8 catégories, comme la sécurité, les transports, les commerces, la santé, l'éducation, le sport. Nouveauté, cette année, le critère de la couverture Internet très haut débit a été ajouté. L'association Villes et Villages où il fait bon vivre utilise des données officielles provenant de l'INSEE et d'organismes publics comme le ministère de l'Intérieur. Des sondages sont également réalisés auprès de la population. On a regardé les chiffres de Bitch et Sarralbe qui sont respectivement 7472e et 4318e. En étant 256e, Sarreguemines est donc très bien placé. Ce matin, on a sondé la population pour savoir s'il fait vraiment bon vivre à Sarreguemines. Je te propose qu'on regarde tout de suite leur réaction. Pourquoi fait-il bon vivre à Sarreguemines ou pas d'ailleurs ? Il fait bon vivre à Sarreguemines parce que la ville est belle. Ils ont refait un petit peu le centre-ville en le rendant piéton. Et je trouve que c'est extrêmement agréable pour les gens pour venir déambuler, quoi. Donc c'est magnifique. C'est la proximité de tout en fait, des grandes villes, de Saarbrück, de Strasbourg, de Metz. On est vraiment au centre de cette grande région, Lorraine et Palatinat et Alsace. Et on est bien, c'est pas très grand, les gens se connaissent, il y a plein d'activités à faire, aussi bien au niveau culturel qu'au niveau sportif. Il y a tout à Sarreguemines maintenant. Il y a ma fille qui habite aussi. Oui, c'est pour ça. On a un bel environnement, on a la Sarre, on a de quoi faire pour faire des promenades avec les enfants, les chiens, faire du vélo. Pour moi, Sarreguemines, c'est une belle ville, elle est très fleurie. Pour l'ambiance,
pour tout ce que la ville met en place pour ses habitants, pour la mentalité des Lorrains et des Moselans, voilà. Et la vue. Il y a beaucoup de loisirs et on peut aller partout, on peut aller se promener, hein. Il n'y a pas de problème là. Déjà c'est assez dynamique premièrement et puis c'est tout près de la Sarre et on peut se promener, faire du sport et il y a pas mal de commerces aussi très intéressants. Sur les 34 837 communes évaluées, seules 3 134 sont éligibles au label Ville et Village où il fait bon vivre, soit moins de 10%. C'est le cas de Sarreguemines qui est 256e au niveau national. Le label est exploitable durant 3 ans à compter de l'année où la commune a été distinguée. Cette labellisation a un coût qui dépend du nombre d'habitants. Pour la cité faïencière, on parle de 2 200 € hors taxes par an. Elle permet de mettre en avant la commune via des supports de communication spécifiques, un livre d'or et surtout l'installation d'un panneau à l'entrée de la ville. Et que pense la municipalité de ce classement? Va-t-elle exploiter ce label? David Orès s'est entretenu avec le maire de Sarreguemines, Marc Zingraf. Regardez. Monsieur Zingraf, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. C'est avec plaisir. Ce matin, on parle donc du label Ville et Village de France où il fait bon vivre. Sarreguemines s'est classé 256e. Est-ce que vous connaissiez ce label? J'en avais entendu parler, mais cette fois-ci, nous entrons de plein pied dans l'actualité et on s'y intéresse de très près. Qu'est-ce que vous pensez de ce résultat? Alors c'est un excellent résultat, me semble-t-il, d'autant plus intéressant que nous sommes dans la strate basse de la partie concernée, les villes de 20 000 à 50 000 habitants. Nous, on est à 20 000 tout pile, et la plupart des villes dans cette strate qui sont avant nous sont bien plus peuplées que Sarreguemines. Donc je pense que c'est un résultat tout à fait honorable et qui nous conforte dans notre travail. On a posé la question aux habitants, je vous la pose également. Pourquoi est-ce qu'il fait bon vivre à Sarreguemines? Alors, il y a de nombreux critères. Il y a des critères géographiques, topographiques, si je puis dire. Le côté vallonné, 2 cours d'eau, une ville de confluence, c'est important d'être au bord de la Sarre. La présence de la forêt, de la nature, jusque dans la ville, de nombreux parcs. La 4e fleur et la fleur d'or qui récompense nos efforts en matière de fleurissement et d'environnement. Le label en ce qui concerne les sports, ville active et sportive par exemple, voilà. Il y a aussi un certain nombre d'éléments qu'il faut prendre en considération qui relèvent du domaine de l'héritage culturel. On va dire beaucoup de petites villes s'appuient sur un passé industriel, etc. Nous on a la chance que notre passé industriel, le passé faïencier, eh bien, nous a laissé un héritage culturel extrêmement intéressant qui fait partie intégrante aujourd'hui de notre personnalité. Donc nous l'exploitons. Il en reste un patrimoine bâti important, c'est une chance. Il y a également l'élément économique, nous sommes un territoire qui a su rebondir en matière d'emploi, qui propose une forme de diversité dans l'activité économique, dans l'activité commerciale aussi, jusqu'à des originalités. Nous sommes en matière de commerce dans une phase où nous mettons en place de nouvelles possibilités et également nous conservons des originalités. Nous sommes une dernière commune de cette strate à avoir un chapelier, un gantier dans la ville. Et si vous voulez également, il y a l'élément humain qui explique ce résultat parce qu'on est encore à la dimension de la proximité à travers notre tissu associatif qui est très dense et qui fait que chacun peut participer à ce bien vivre à Sarreguemines. Et je pense que cette récompense vient d'abord récompenser tous ceux qui font au quotidien des efforts à Sarreguemines pour fleurir, pour rendre la ville attractive, pour travailler l'élément humain et cette proximité dont je viens de vous parler. Est-ce que vous allez exploiter ce label? Vous allez installer un panneau à l'entrée de la ville? Nous sommes en train d'y travailler. Nous venons d'installer un panneau en plate. Voilà une autre richesse qui explique la personnalité locale. Nous sommes en train d'y réfléchir très sérieusement. Oui. Je vous remercie. Mais je vous en prie, merci beaucoup à vous. Plongeons dans le monde de l'industrie maintenant. C'était une des bonnes nouvelles économiques du mois de janvier, la construction de 2 usines de batteries en Sarre, à 2 pas de la frontière. Les mois ont passé et on en sait désormais un peu plus, notamment grâce à une récente conférence de presse. Regardez. À Überhern et Heusweiler, l'installation de 2 usines de batteries électriques par le groupe Osvolt se précise. Une conférence de presse en ligne s'est tenue la semaine dernière, au cours de laquelle le vice-président de la succursale européenne du groupe est revenu sur les grandes lignes du projet d'installation. L'occasion pour lui de corriger certains nombres fantaisistes circulant parfois comme concernant le nombre d'emplois espérés. Ce ne sera pas 6 000. J'adorerais si on pouvait embaucher 6 000 personnes, mais je crains que ce ne soit pas un nombre
nombre atteignable. Non, dans les faits, on va seulement commencer avec 600 personnes lors de la première étape d'installation. Il va y avoir 4 étapes, au terme desquelles il y aura un peu plus de 2000 employés. C'est comme ça que c'est prévu. Une inquiétude ressortait des premières présentations, elle concernait la consommation d'eau. Dans le projet initial, elle est estimée à 1 million de mètres cubes par an. Dans ce million de mètres cubes, nous comptons la totalité de l'eau qui sera nécessaire. Mais on peut aussi récupérer de l'eau d'autres manières, l'eau de pluie par exemple. Et ça n'a pas encore été pris en compte. Mais on peut imaginer un concept intelligent de récupération d'eau de pluie qui serait réinjectée dans la production. Mais pour nous, c'était important de calculer la consommation d'eau dans le pire des cas, pour être sûr, aussi d'un point de vue réglementaire, de pouvoir construire l'usine. L'actualité du projet, c'est aussi la technologie développée par le groupe chinois qui produit désormais des batteries sans cobalt, un métal assez rare et surtout coûteux. Quant à la question des clients potentiels pour les usines sarroises, le vice-président s'est fait plus discret. Pour ce qui est des clients potentiels, je ne peux pas et je ne dois pas encore en parler. Nous avons des clauses de confidentialité très claires avec nos clients et avec nos constructeurs. Je ne peux pas en parler avant le lancement de la production en série. Quand ce sera le cas, alors je pourrai explicitement nommer les clients et les modèles. Mais pour le moment, je ne peux que vous demander un peu de patience. Une affaire à suivre donc, notamment pour les travailleurs frontaliers qui pourraient être intéressés par ce nouvel employeur. Et justement, en ce qui concerne les travailleurs transfrontaliers, nous avons tendu le micro à Arsène Schmitz, président du comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle. Il nous donne son avis. Bien entendu, nous nous félicitons de l'implantation de cette usine qui va créer, comme vous dites, plus de 2000 emplois. Donc je pense que des centaines de frontaliers auront l'opportunité de trouver un emploi suite à la vague de licenciements qui a eu lieu depuis 2019 en Sarre, donc avec la fermeture de Heibergus, donc destruction totalement de l'usine, donc encore une usine qui a été sacrifiée sur l'autel du capitalisme, Villebreibach, il y a Ford également, 1600 emplois qui ont été supprimés, Tylerhof qui délocalise, etc. etc. Donc voilà. Donc moi je dis que c'est une bouffée d'oxygène pour la Sarre, pour ainsi dire, hein. Mais la situation n'est pas rose, au contraire. Et justement, c'est encore une entreprise qui est spécialisée dans l'automobile. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va sectoriser un peu trop les emplois ? Oui, bon, il faut prendre ce qui vient, pour ainsi dire. On sait très bien qu'au niveau de l'automobile, il y a Ford la pérennité de Ford à Sarreloup n'est pas assurée. Paraît-il, des bruits qui courent, les nouvelles ne sont pas tellement bonnes, mais on espère que ça va s'améliorer, quoi. Et on marque tout de suite une courte pause. Ne quittez pas, on parle de houblon et de culture juste après les prévisions de Météo France. À tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde, c'est une belle journée qui s'annonce pour demain. Les quelques nuages du matin cèdent rapidement leur place à de larges éclaircies. L'après-midi promet d'être bien ensoleillé et ça se sent du côté des températures avec 2 à 6 degrés au minimum et 14 à 16 degrés au maximum. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Alexandre et il fera jour de 6h25 à 20h34. Passez tous une belle journée en notre compagnie et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. On m'a dit que les piles des appareils étaient difficiles à changer. Elles sont très petites. Alors aujourd'hui, on a des solutions comme les appareils rechargeables. Ça existe dans tous les modèles. Les intra-auriculaires, appareils directement dans l'oreille, les micro-contours et les contours. Donc ça évite le changement de pile, c'est pratique et écologique. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ?
Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Les nouvelles restrictions imposées depuis le 3 avril semblent freiner l'épidémie de Covid-19 en Moselle, alors que 21% des Mosellans ont reçu une première injection. Depuis 2 semaines, le taux d'incidence est à la baisse dans le département. Si la pression hospitalière diminue légèrement, la situation épidémique demeure trop fragile pour anticiper un déconfinement territorialisé. Les explications de Fanny Bragard. Après 17 jours d'un nouveau tour de vis, la situation sanitaire s'améliore en Moselle. En 2 semaines, le taux d'incidence y a baissé de 75 points, atteignant désormais 256. Si une décrue encourageante de l'épidémie semble s'amorcer, le préfet s'inquiète d'un éventuel relâchement de la population. C'est dû vraisemblablement aux efforts que nous réalisons tous, aux contraintes que nous subissons, les contraintes de déplacement, les contraintes de fermeture de certains commerces. Ces efforts ne sont pas vains, ils servent à quelque chose. Mais il faut poursuivre l'effort, ce n'est pas encore gagné. On est sur le bon chemin, mais il faut encore poursuivre. Parallèlement à ce confinement hybride, la vaccination commence à faire son effet en Moselle. Avec 325 000 injections réalisées, la couverture vaccinale atteint aujourd'hui 21% de la population ayant reçu une première dose. Ce chiffre grimpe à 74% pour les seniors de plus de 70 ans. Une protection qui desserre les taux sur les hôpitaux. On reste quand même avec plus de 100 patients Covid au sein du CHR de Mestionville, ce qui est important, donc un quart en réanimation. Certes, il y a des lits sur le secteur de réanimation depuis ce week-end, donc ça c'est un peu rassurant. Les urgences, on a diminué les hospitalisations Covid à partir des urgences du CHR. On est monté jusqu'à 15 par jour, là maintenant on est descendu plutôt aux alentours de 4-5, donc ça c'est plutôt encourageant. Alors que le ministre de la Santé évoque un déconfinement territorialisé, le chef des urgences préfère jouer la prudence quant à une levée progressive des restrictions le 2 mai. On reste très très vigilant. Je crois que moi, ce qu'on a appris dans cette crise, c'est de ne jamais crier victoire trop tôt. Et ce qui sera le plus important à réussir, c'est pas le confinement, c'est le déconfinement, si on peut parler de confinement. Et il va falloir être extrêmement vigilant. Le plateau épidémique reste élevé en Moselle, avec 2656 contaminations la semaine dernière. Dimanche, le département comptait encore 565 patients du Covid-19 hospitalisés, dont 127 en soins intensifs. On fait le point sur la situation sanitaire sur l'arrondissement. 18 personnes sur 628 ont été testées positives au coronavirus dans nos hôpitaux. 41 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 7 en service réanimation. C'est 2 de plus par rapport au 13 avril. Après la pénurie de gel hydroalcoolique puis de masques, la galère continue pour les pharmaciens avec l'arrivée sur le marché des autotests pour détecter la Covid-19. Récemment homologués, ces tests à faire à la maison sont depuis la semaine dernière en vente libre dans les officines. Mais les commandes arrivent au compte-gouttes. Les explications de Fanny Bragard. Malgré encore un retard au démarrage, les autotests débarquent en pharmacie. Ça fait 1 an que c'est la croix et la bannière, donc forcément, le 12 avril, les gens sont arrivés en disant « on veut nos autotests ». Sauf que quand on les a commandés, le grossiste nous a dit c'est 1 par pharmacie. Le lendemain, ouf, on a réussi à avoir 10 boîtes de 5 tests. Et donc ça part de plus en plus vite, donc on va en recevoir 10 cet après-midi, là il nous en reste une seule. Donc c'est un petit peu galère. Conditionnés par 5, ces tests de dépistage sont vendus 30 € la boîte. Moins douloureux grâce à un prélèvement nasal moins profond, ils permettent d'obtenir chez soi un résultat fiable en 15 minutes. La rapidité et le résultat presque immédiat en fait. Donc voilà, ça nous rassure au sein de la famille en tout cas. C'est une petite sécurité en plus. Si la demande est réelle, l'engouement des patients n'est pas massif. Il faut dire que les autotests ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, sauf pour les salariés travaillant auprès des personnes âgées ou handicapées. Et surtout, la manipulation reste technique. C'est pas très compliqué, c'est vrai, mais bon, c'est toujours bien au comptoir de pouvoir avoir une boîte test de présentation et de leur montrer les gestes. Parce qu'il n'y a que 5 tests, il faut savoir quand même que c'est quasiment 30 €, donc 6 € le test, il ne faut pas se louper quand même. Donc ça peut être intéressant de savoir comment ça marche. En cas de résultat positif, ces autotests destinés aux personnes asymptomatiques doivent être confirmés par un test PCR, réalisé lui en laboratoire.
Pas de date de réouverture précise pour les bars et restaurants, mais le président Emmanuel Macron avait annoncé vouloir les rouvrir de manière progressive à la mi-mai. Un peu d'espoir pour les restaurateurs, mais aussi pour les brasseurs. En général, le printemps est une période charnière de production, mais avec la crise sanitaire, ces petits producteurs locaux ont dû réadapter leur activité et certains se préparent déjà pour la saison. Exemple à la brasserie de la Terre à la Bière, située à Bitche, qui nous ouvre ses portes. Reportage. Le printemps pour les brasseurs, c'est un peu comme Noël pour les magasins de jouets. D'ordinaire, les terrasses des cafés, bars et restaurants sont déjà dressées à cette période de l'année. Mais crise sanitaire oblige, ces établissements sont fermés au public. Alors pour éviter le gaspillage, les rythmes de production ont donc été revus à la baisse. Avant, on pouvait se permettre de produire une plus grosse quantité d'un coup. Là, on y va pas à pas en fonction du stock, quoi. Autant on avait toujours un stock qui était prévu, autant là on ne sait pas trop comment que ça part, on s'adapte en fait à la demande. Pour la brasserie de la Terre à la Bière, les confinements ont été certes contraignants, mais ralentir la production, c'est aussi plus de temps pour la création. Pour la brasserie, de janvier, février, mars, c'est plutôt le calme, on s'attache à produire des bières d'avance, des nouvelles recettes, on voit nos nouveaux clients aussi, c'est aussi ça, le démarchage d'un nouveau marché qui se développe. Mais on est aussi dans la création, c'est aussi ça qu'on produit à la brasserie, c'est la créativité qu'on veut mettre en avant. Et malgré une production ralentie, les stocks restent quasi identiques aux années précédentes. Car même si la brasserie a réduit son rythme de production, elle a pu brasser la même quantité sur une période plus longue. En ce qui concerne la clientèle, la brasserie de la Terre à la Bière est présente sur les marchés locaux, par exemple pour les particuliers. Et pour ce qui est des professionnels, les commandes arrivent déjà au compte-gouttes. Le confinement a permis à Lionel de se préparer correctement en vue de la réouverture des bars et restaurants. Alors là, le printemps arrive, un déconfinement est en vue. Du coup, nous, on avait déjà préparé de la bière pour préparer ce moment-là. Et en ce moment, à la brasserie, on prépare les commandes pour les clients qui sont arrivés, qui sont enfin prêts à préparer le printemps pour leurs clients à eux. Et nous, on est là pour les accompagner à ce moment-là. Le soleil et la bière sont bien là, il ne manque plus que les terrasses des cafés, bars et restaurants pour en profiter. Et je le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et il n'y a pas que les bars et restaurants qui attendent de rouvrir, la culture aussi. En attendant, je vous propose de partir à la rencontre de Damien Schuller. Il est le créateur de Patrimoine Vivant. Passionné par la culture de notre territoire, il collecte depuis 30 ans des informations sur les traditions, les saisons, les légendes en lien avec les civilisations anciennes. Aujourd'hui, il travaille sur un premier ouvrage issu de sa base de données sur la thématique de Pâques. Il nous en dit plus dans ce reportage. L'arrivée du printemps, c'est le temps de la Renaissance. Depuis longtemps, chaque civilisation a marqué cette période par des fêtes et des traditions dont certaines sont arrivées jusqu'à nous. Damien Schuller propose de faire un focus sur ce qui se perpétue en Lorraine. Alors, il s'agit bien d'une publication qui va rassembler des informations de toute une base de données d'informations qu'on a rassemblées quasiment depuis 30 ans. Pour l'instant, on démarre petit, il s'agit de tester le répondant. Est-ce que les habitants autour de Sarreguemines et en Moselle ont de l'appétit pour leur culture ou pas, C'est ça que j'ai envie de tester. Donc pour l'instant, c'est uniquement sur réservation, en allant sur la page Facebook de Patrimoine Vivant. Mais effectivement, on va proposer cette démarche à un éditeur. Ce premier volet s'intitule « Le temps du renouveau en Lorraine » ou comment et d'où viennent nos traditions telles que les crécelleurs ou tout simplement le lapin de Pâques. Mais l'ouvrage proposé par Damien Schuller va bien au-delà du simple folklore. Bon, il y a des auteurs qui se demandent quand même si le lièvre n'était pas antérieur aux cloches. Donc ça c'est en débat, chacun se fera son opinion, mais ce qui est intéressant aussi c'est de montrer que ce soit pour les œufs de Pâques, les crécelleurs, les quêtes, ça ne se passait pas partout en France. Par exemple, je manque d'informations sur la soupe du jeudi vert, Gründonnerstag-Soup. Pourquoi cette soupe de 9 ingrédients et pourquoi 9 ingrédients verts? Donc les recherches se poursuivent. Des recherches pour lesquelles Damien a besoin de la participation de chacun. Les lecteurs seront d'ailleurs associés à l'évolution de l'ouvrage qui sera réédité chaque année, agrémenté des nouvelles données collectées. Il y aura des formulaires à renseigner pour ceux qui le souhaitent pour partir eux-mêmes en enquête et devenir des collecteurs du patrimoine. Le temps du renouveau en Lorraine est la première publication de ce qui deviendra une série par thématique. Celle-ci doit paraître avant l'été.
Patrimoine Vivant anime aussi un projet de solidarité avec les seniors, soutenu par la ville de Sarreguemines et le CCAS et porté par l'association Kwetsche Koste. L'idée est de proposer des visites animées à des personnes isolées à l'occasion des fêtes du calendrier. Une manière aussi pour Patrimoine Vivant d'alimenter sa base de données sur la culture locale. Si vous connaissez près de chez vous des personnes âgées isolées, n'hésitez pas à contacter Patrimoine Vivant au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. On part maintenant dans les Vosges. Dès cet été, l'aéroport d'Épinal-Mirecourt sera doté d'un pélicandrome. Il permettra d'approvisionner les avions bombardiers d'eau de la sécurité civile en cas d'incendie de forêt dans l'est de la France. Reportage d'Anne Didier et Anthony Sapp. Un avion bombardier d'eau, un Dash 8 de la sécurité civile qui se pose sur la piste de l'aéroport d'Épinal-Mirecourt. Une image rare pour le moment. Elle ne le sera plus à partir de l'été prochain lorsque le site sera équipé d'un pélicandrome, une réserve capable d'approvisionner ce genre d'avion pour lutter contre les incendies de forêt. Une nécessité absolue dans la mesure où la France entière est dotée de ce genre d'infrastructure sauf l'Est. Nécessaire également parce que les feux de forêt sont de plus en plus fréquents. La ligne de feu augmente de 20 à 30 km par an depuis plusieurs années et à titre d'exemple, le plus grand feu de forêt en 2018 fut dans le Jura avec 110 hectares et évidemment des conditions d'accessibilité qui sont complexes. Ainsi, dans les Vosges, nous pouvons aussi être concernés par cette augmentation du feu de forêt, mais aussi le Morvan, mais aussi la Côte d'Or qui était en alerte rouge en fin de saison estivale en septembre-octobre de cette année 2020. Voilà pourquoi c'était important que la zone Est soit dotée d'un pélicandrome. Statistiquement, il y en a un peu plus, il y a des gros feux, mais voilà, après c'est en dents de scie. Il y a des années où on va pas avoir beaucoup d'activité et des années où on va avoir énormément d'activité. Mais tous les phénomènes de canicule, de grosses sécheresses, en fait ça va générer des feux de forêt et globalement on commence à se rendre compte que ça remonte vers le nord. Et là forcément il faut agir et agir vite. Voilà, il faut agir vite et le Dash 8 il va vite donc on peut agir. Basés à Nîmes aux côtés de 12 Canadair, les 5 Dash 8 de la sécurité civile peuvent décoller du sud de la France et en 1h10 atterrir ici où dès cet été, ils trouveront une réserve d'eau de 120 mètres cubes et une station mobile contenant du produit retardant à base de phosphate d'ammonium. Un projet de 20 000 € porté par le département gestionnaire du site, accompagné par l'État pour les coûts de fonctionnement et donc une nouvelle activité pour l'aéroport vosgien appelé à se diversifier pour assurer sa pérennité. L'activité va évoluer par rapport à ce qu'elle était il y a 10 ans ou 15 ans. Donc nous avons aujourd'hui de nouvelles utilisations. C'est un espace de développement incontestable pour notre tissu économique, mais aussi pour l'ensemble du département et de la région aussi. Un pélicandrome d'ici quelques mois, un centre de démantèlement d'avions en fin de vie prévu pour début 2022, un circuit automobile, un hôtel, les projets se suivent mais ne se ressemblent pas sur et aux alentours de l'aéroport qui semble avoir trouvé en effet de nouveaux leviers de développement. Un lutteur sarregueminois, vice-champion d'Europe, Saïfeddine Alekma a décroché la médaille d'argent hier soir à Varsovie. Il a été battu au point 2-1 dans la catégorie des moins de 79 kilos. Il est passé à 2 doigts du Graal, mais rafle malgré tout la plus belle médaille de sa carrière. C'était la première finale internationale pour ce lutteur formé à Sarreguemines par Eric Sirk depuis 2011. Il a intégré l'INSEP depuis 2016 et il vise les Jeux Olympiques. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous comme toujours sur notre site internet et sur notre page Facebook. Prenez soin de vous et à demain.